Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer la table ronde. C'est un honneur d'animer cette table ronde qui se place au cœur de la rentrée d'Exatrust, au sein de cet événement devenu incontournable qu'est le FIC. Partenaire principal du FIC pour la 4e année consécutive, Exatrust organise donc cette année sa rentrée à Lille pour poursuivre et étoffer les discussions, les réflexions autour de l'écosystème cyber. Cette table ronde s'inscrit donc parfaitement dans cette rentrée cyber, avec un sujet crucial et déterminant pour la France, car il y a des notions de souveraineté, innovation, compétitivité qui s'invitent dans cette stratégie cyber. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur cette stratégie d'accélération cyber et en voir l'état des lieux, l'avancement de cette stratégie, du futur de l'industrie numérique et de la sécurité numérique. Dans un premier temps, je vais présenter les invités de cette table ronde. Donc Gwenaëlle Martinet, tout au bout de la table, conseillère auprès du directeur général de l'ANSSI, en charge de la partie cybersécurité du plan de relance, France Relance. Thomas Courbe, DG à la Direction générale des entreprises. Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, président de Walix, en charge du projet cyber du comité stratégique de filière industrie de sécurité. William Lecat, coordinateur de la stratégie nationale de cybersécurité, directeur du grand défi cybersécurité au secrétariat général pour l'investissement, et Stéphane Voland, à mes côtés, président du CDSE. Donc avant d'aller plus loin, et juste pour rappeler le contexte, revenons sur le 18 février dernier, lorsque le président Emmanuel Macron a annoncé une stratégie nationale de cybersécurité, dont l'objectif était d'allouer un budget, 1 milliard d'euros à l'équipement des hôpitaux, des collectivités locales et des ports, avec des solutions de cybersécurité permettant de lutter contre les cyberattaques qui menacent leur fonctionnement. Et cela avec l'implication de plusieurs acteurs. Donc nous allons revenir en détail sur cette stratégie aujourd'hui, et nous sommes tout à fait dans cet esprit de collaboration et de coopération, puisque le FIC cette année s'inscrit sous le signe d'une cybersécurité coopérative et collaborative. Donc nous allons voir comment chacun des acteurs ici présents apporte son investissement, sa pierre à l'édifice dans cette stratégie. Monsieur Thomas Courbe, pouvons-nous revenir sur cette stratégie cyber et dans un premier temps, pouvons-vous nous la présenter? Comment elle s'articule surtout dans le plan de relance? Merci, bonjour à tous. On a effectivement une actualité particulière puisque hier nous étions à Lyon avec le Premier ministre qui a fait le bilan en fait des 1 an du plan de relance, notamment pour l'industrie, et c'est bien dans ce cadre que s'inscrit la stratégie d'accélération cyber. Pour redire un mot peut-être de contexte qui me semble important, c'est que dans le plan de relance, on a cherché à identifier les quelques marchés d'avenir sur lesquels nous devions, côté État, concentrer nos efforts, nos moyens pour positionner l'industrie au sens large, les entreprises françaises, les grandes filières pour l'avenir. Nous avons mis en place un comité d'experts très large qui a fait un certain nombre de recommandations, et de ces recommandations, on a sorti une dizaine de secteurs, dont la cybersécurité, qui était clairement identifiée comme une priorité pour notre politique industrielle des prochaines années. Donc c'est ce qui a finalement conduit à la fois l'État et la filière, et c'est important de dire que cette stratégie, elle a été sur la base de ce besoin identifié et de ce marché clé, elle a été construite entre l'État et la filière, et en particulier le comité stratégique de filière, dans lequel Jean-Noël de Galzin est
est très actif pour finalement identifier les bonnes actions en matière de soutien à la demande, de soutien à l'offre, de formation, on y reviendra, qui permettent de développer la filière. Peut-être aussi quelques mots simplement pour rester sur la genèse avant d'entrer plus en détail sur le point d'avancement de la filière, c'est de se redire que la France a beaucoup d'atouts, c'est ce qui a conduit à la sélection de ce marché cybersécurité. On est souvent classé dans les 5 premières nations en matière de cybersécurité. On a un écosystème très dynamique, il suffit de voir le FIC pour s'en rendre compte, une croissance de 10% en gros du chiffre d'affaires du secteur tous les ans, et puis des défis à relever, une concurrence internationale extrêmement vive qui a plutôt tendance à s'accroître, une certaine fragmentation du secteur avec un très grand nombre d'acteurs qu'il faut réussir à fédérer, dont il faut fédérer l'offre, des solutions aussi, une offre qui n'est pas encore complète, et c'est bien, on va y venir, l'objectif de la stratégie aussi de compléter les segments de l'offre qui doivent l'être pour que l'ensemble des besoins des entreprises en matière de cybersécurité puissent être satisfaits, et un sujet également de compétences, puisque c'est un secteur dans lequel on a 5000 postes vacants à peu près actuellement et tous les ans, et donc on avait tous ces éléments qui nous ont incités à développer cette stratégie qui a été annoncée en février par le président de la République. Donc je crois qu'on reviendra sur les détails de la stratégie, mais quelques mots d'introduction sur le sujet. Monsieur William Leca, secrétaire au secrétariat général pour l'investissement, si vous pouvez s'arrêter un instant sur le dispositif du programme d'investissement d'avenir, et puis aussi peut-être pouvez-vous nous préciser, compléter les grands principes de cette stratégie ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, alors un petit focus très rapide sur le 4e programme d'investissement d'avenir qu'on abrège volontiers en PIA 4. Donc c'est un programme qui a été annoncé il y a 1 an, donc le 3 septembre 2020, par le Premier ministre, en même temps que le plan de relance. Il est doté de 20 milliards d'euros, ce qui est 2 fois plus que ses prédécesseurs, le PIA 2 et le PIA 3. Et il a une petite spécificité, c'est qu'il est composé de 2 parties. Une première partie qu'on appelle structurelle, qui, pour faire très simple, correspond à ce qu'on pouvait voir dans le PIA 3, en simplifié, parce qu'on a fait un petit rétexte sur comment ça s'est passé, mais on y retrouve des éléments assez classiques, des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, soit généralistes, soit sectorisés, mais avec une démarche qui a fait ses preuves en soutien d'innovation, qui est le bottom-up. Et la grosse nouveauté, c'est la deuxième partie, qui correspond à peu près à la moitié des 20 milliards, qui est la partie dirigée. La partie dirigée, ça veut dire que sur l'impulsion des travaux qu'ont mené la DGE, et en particulier sur les marchés clés, on a identifié des verticales d'intérêt, dont la cybersécurité, et sur laquelle on va insérer une démarche qui est pour le coup top-down, potentiellement. Et donc particulièrement complémentaire avec la démarche bottom-up qu'on a l'habitude de voir dans le programme d'investissement d'avenir. Et donc c'est ce PIA 4 accompagné de financement privé et de financement du programme du plan de relance qui forme la majeure partie du financement de la stratégie. Donc c'est la stratégie cyber qui a un plan donc à 1 milliard, comme a été annoncé par le président. Et 1 milliard, c'est sur la cybersécurité, c'est énorme. C'est même une rupture par rapport à la tendance croissante des budgets en cybersécurité. Mais pour vous donner un petit peu une notion, une échelle de grandeur, il y a 2 ans, on lançait un programme d'investissement qui s'appelait le Grand Défi Cyber, qui était un programme de 30 millions d'euros. Et c'était déjà un gros programme pour la cybersécurité. Et donc là, on est passé à 1 milliard en 2 ans. On voit bien que, en plus d'une prise de conscience évidente suite à la crise sanitaire de l'enjeu cyber, il y a aussi une volonté politique très forte de prendre à bras-le-corps cette problématique. Et donc, derrière ce budget important, on a des objectifs qui sont aussi très ambitieux. Sur un sujet technique, on attend effectivement de manière assez naturelle des objectifs technologiques et scientifiques, donc d'excellence, d'innovation à la pointe. On a aussi des objectifs sociétaux de sécurisation des entreprises, sécurisation des collectivités. Et il y a aussi des enjeux majeurs et très ambitieux économiques.
parce qu'on est dans le cadre du plan de relance, effectivement. Et donc, on vise, par exemple, à faire plus de x3 sur le chiffre d'affaires de la filière cyber française, pour arriver jusqu'à 25 milliards de chiffre d'affaires en 2025, de créer 37 000 emplois, donc faire x2 sur le nombre d'emplois actuels d'ici 2025 également. Donc ça, je le redis, c'est des chiffres qui sont extrêmement ambitieux. Et pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif, le premier enjeu auquel on fait face depuis un certain temps déjà dans la filière et sur laquelle la stratégie veut se positionner, c'est être capable de fédérer l'écosystème, voire de défragmenter l'écosystème. Alors, l'exemple qu'on cite beaucoup, mais qui est commun à beaucoup de secteurs, c'est rapprocher la recherche académique du milieu des entreprises. En cybersécurité, c'est extrêmement important parce qu'on est sur un secteur qui est drivé par l'innovation avec des cycles très très courts et on se rend compte que si on n'a pas un lien fort entre la recherche et l'industrie, on va à court et moyen terme avoir un problème pour alimenter l'innovation. Donc c'est un élément qui semble essentiel, mais c'est aussi défragmenter l'intégralité de la filière aussi au sens industriel, puisque pour atteindre encore une fois les objectifs économiques majeurs qu'on s'est fixés, ce sera nécessaire de s'appuyer sur une filière industrielle qui bénéficie de synergie et qui met en avant une fédération importante pour pouvoir faire face aux marchés qu'on souhaite adresser en France, en Europe et à l'international. Voilà un peu pour donner quelques éléments de contexte et d'objectifs sur cette stratégie cyber. Merci. Thomas Courbe, souhaitez-vous compléter au niveau de l'articulation avec le plan de relance? Nous passons directement avec Jean-Noël de Galzin. Oui, je pense qu'on peut passer à Jean-Noël et je reviendrai par contre sur les actions concrètes que nous menons dans le cadre de la stratégie. Très bien. Donc la menace cyber conduit à mener des actions rapides, efficaces, coup de poing. Et donc avant d'évoquer les mesures qui sont pilotées par l'ANSSI et la DGE, je vais me tourner vers Jean-Noël de Galzin. Quelles ont été les étapes, tout le process en amont de cette stratégie? Quel a été votre rôle, puisqu'on a bien compris tout le travail réalisé par chacun des acteurs et aussi les attentes? Alors, on a une filière qui existait avant le plan de relance, qui existera après. Peut-être ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'ampleur et l'industrialisation. On est souvent dans un pays où on est en amont des innovations, en amont de la recherche. Par contre, on est mal placé sur l'industrie et on est plutôt dans un pays en décroissance sur l'industrie. Donc l'idée, c'est de se servir aussi de cette industrie qui doit faire face à de nombreux défis pour recréer de l'emploi, recréer de la capacité à internationaliser notre industrie, à vendre dans le monde entier, à rayonner et à attirer aussi les talents. Alors, nous, notre rôle au départ, c'est un rôle de fédérateur, en fait, tout simplement, comme ça a été dit juste avant. Donc, c'est le marché, le milieu, la filière, l'écosystème de la cyber, c'est assez morcelé, mais il y a deux grandes catégories d'acteurs, on va dire, pour ce qui concerne l'industrie. Il y a des grands industriels, souvent intégrateurs de solutions, parfois verticaux, mais plutôt intégrateurs, des grands noms très connus comme Thales, Airbus, Soprasteria, Orange, Capgemini, Sogeti, etc. etc. J'en oublie forcément, et qui sont Atos aussi très connus, voilà, qui sont des très grands groupes, souvent mondiaux. Et puis de l'autre côté, il y a énormément de pépites qui viennent de la recherche ou qui sont des entrepreneurs, qui ont créé des startups. Certaines sont devenues des PME de croissance, voire certaines des scale-up, et certaines rayonnent mondialement dans leur domaine avec un potentiel beaucoup plus important en termes de croissance. Donc ces deux jambes de la filière sur le plan industriel, elles ont, et ça a été un des points clés pour nous engager, en tous les cas, nous,
dans ce projet, ça a été en accord avec la direction générale des entreprises, en accord avec Marc Darmon, à qui a été confié ce comité stratégique de filière dans lequel nous nous trouvons, sont les industries de sécurité. Nous avons dit, nous, on rejoint ce mouvement si, d'abord, il y a un grand groupe et une PME dans tous les projets de la filière. Donc nous sommes tombés d'accord là-dessus et nous sommes partis du principe que l'industrie, tout simplement dans notre domaine, c'est cette alliance entre les grands groupes et les PME. Les PME qui créent des innovations, des technologies nouvelles, et les grands groupes qui les passent à l'échelle, et on travaille ensemble pour structurer une filière avec les utilisateurs, aux côtés de l'État, aux côtés des investisseurs, etc. Donc ça a été un peu le point de départ. Ensuite, on a fait des réunions pour amener tous nos réseaux, tous les gens de l'écosystème, académiques, utilisateurs, industriels, patrons de PME, ou gens qui travaillent dans les PME, etc. etc. Bon, on a amené tout ce monde-là pour réfléchir aux grandes thématiques qui les concernaient directement et la façon dont ils pouvaient se projeter et la manière dont on devait articuler les grands défis d'une stratégie de cybersécurité. On a construit et négocier un contrat de filière avec l'État, avec l'aide de la DGE. Nous avons, avec le support de l'ANSSI et la participation de l'ANSSI, on a été voir des ministères, on a construit des plans sur la comète, si je puis dire, avec le ministère de l'économie, bien sûr, le ministère de la Défense, avec le ministère de l'Éducation nationale, du Travail, pour travailler sur les compétences, avec le ministère de la Santé, etc. etc. Enfin, avec un certain nombre de partenaires aujourd'hui pour construire un contrat de filière et en se fixant des grands objectifs que maintenant tout le monde connaît. On a signé un contrat de filière il y a près de 2 ans maintenant, avec ces grands objectifs de faire de la France la terre de la cybersécurité, mobiliser les compétences et les développer, faire en sorte de créer une offre de rang mondial et les trous dans la raquette, et puis faire rayonner cette industrie, préparer l'avenir avec le grand défi cyber, et puis ensuite créer une chaîne de financement et un projet phare sur lequel on est tous tombés d'accord, qui est le fait d'apporter cette offre dans les mains des utilisateurs qui en avaient le plus besoin. Et en fait, pendant le confinement, on s'est, au sein d'Exatrust, mobilisé. Avec l'aide du secrétariat d'État au numérique, du ministère de l'économie, on a généralisé cette mobilisation pour apporter nos solutions, nos services au maximum d'utilisateurs qui en avaient besoin, puisque du jour au lendemain, ils devaient offrir à tout le monde un accès sécurisé, résilient, protecteur des données, à leurs employés, à leurs partenaires, à leur écosystème. On s'est tous mobilisés et ensuite on a travaillé ensemble avec la DGE, encore une fois, avec l'ANSSI, avec les membres de ce projet stratégique de filière cybersécurité pour créer une stratégie, un projet d'accélération cyber avec un projet phare. Ce projet phare, c'est d'apporter aux plus fragiles des moyens en cybersécurité adaptés à leurs besoins. Et on a bien fait de le faire, parce qu'on l'a vu, c'est Guillaume Poupard lui-même qui a dit que le nombre de malwares, les attaques informatiques, les cyberattaques avaient été multipliées par 4, particulièrement dans les hôpitaux, dans les entreprises de taille moyenne, les collectivités locales, les ports qui ont été inclus dans la démarche. Et on a fait ce projet phare, on a mis un projet phare. On a dit, dans cette stratégie à 1 milliard d'euros, on a toujours demandé 1 milliard d'euros. Ça, c'est amusant. On a été quand même entendu, puisque à la fin, c'est bien 1 milliard d'euros. Ce n'est pas exactement le milliard tel qu'on l'avait demandé, mais c'est bien 1 milliard d'euros. Et on avait mis dans ce milliard d'euros 350 millions pour aider les plus fragiles, donc aider les hôpitaux, les CH, les CHU et les collectivités locales à s'équiper de produits cyber. Voilà, donc notre démarche, elle a été celle-ci. On a fait, je pense, avec tous les partenaires que j'évoquais, exister un plan cybersécurité, une stratégie nationale de cybersécurité à 1 milliard. On a soutenu aussi la création d'un campus cyber. Donc maintenant, on est là pour participer à partir de ce milliard, de ce 18 février, aux côtés des partenaires qui sont tous là, faire en sorte que cette stratégie, elle soit utile et qu'à chaque fois, les PME, les startups, l'entrepreneuriat, les talents
soit au cœur des défis de demain. Voilà, donc c'est ça notre démarche. Merci, on a bien compris tout le travail qui a été fait en amont. Je me tourne maintenant vers l'ANSSI, parce que les services publics, les collectivités territoriales, les établissements de santé vont bénéficier de cette stratégie. Concrètement, quelles sont les offres opérationnelles pilotées par l'ANSSI ? Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, l'année dernière, à l'annonce du plan de relance, 136 millions d'euros ont été dédiés au volet cybersécurité et le pilotage de ce projet a été confié à l'ANSSI. Et cela rentre parfaitement en cohérence avec ce que Jean-Noël de Galzin vient d'évoquer, c'est-à-dire que l'objectif prioritaire qui a été mis a été de sécuriser les services publics qui en ont le plus besoin. La menace cyber est là, les attaques multipliées par 4 en un an. On le voit sur les collectivités territoriales et les établissements de santé notamment. L'actualité le montre à chaque instant. On se fait déborder de toutes parts par ces attaques. Donc l'objectif aujourd'hui, il est de fermer les portes, c'est-à-dire de prendre tous les systèmes et de fermer toutes les portes qui sont grandes ouvertes et d'utiliser le plan de relance pour aller vers ces bénéficiaires et leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour réussir à passer le cap et à y arriver. Alors comment on s'y prend ? Déjà, on est dans le cadre du plan de relance. Donc l'idée, c'est de faire de la relance et donc d'utiliser cet écosystème qui existe, qui est très riche en France, on en a parlé. Au-delà de l'innovation qui est supportée par d'autres mécanismes, type le PIA, nous on fait du run, c'est-à-dire qu'on déploie des mécanismes existants qui sont dans nos entreprises aujourd'hui et on utilise tous nos prestataires de services sur le territoire pour aller rendre service à tous ceux qui en ont besoin dans les collectivités territoriales et dans les établissements de santé. Alors, 2 offres essentielles qui sont aujourd'hui à disposition. La première, c'est ce qu'on appelle des parcours de cybersécurité. Ça consiste pour un établissement de santé, une grosse collectivité territoriale, c'est-à-dire une collectivité qui a un service informatique un peu conséquent, avec une équipe qui l'entretient, avec un bout de RSSI qui a été nommé quelque part. Pour ce type de bénéficiaire qui se déclare candidat sur une plateforme, sur démarche simplifiée, c'est vraiment extrêmement simple. On envoie un prestataire de cybersécurité qui vient et qui fait un audit, qui regarde où on en est, quelle est la menace et où on doit aller. Et à partir de là, une feuille de route extrêmement pragmatique est établie pour définir les actions de sécurisation les plus essentielles pour réussir justement à se protéger contre la cybercriminalité. On ferme les portes pour que les attaquants qui scannent à tout va et qui rentrent partout où c'est ouvert, ne puissent plus rentrer là et puis, désolé, mais qu'ils aillent rentrer ailleurs. Donc l'objectif, c'est vraiment tourner vers les services publics. Donc ces parcours de cybersécurité, aujourd'hui, ça marche très très bien. C'est déjà en place, c'est déjà ouvert. Et puis on utilise tous les prestataires qui sont disponibles sur le territoire. Et puis également les fournisseurs de services, puisque à un moment, quand il faut sécuriser, il faut utiliser des produits français, européens, qui sont déployés chez tous ces bénéficiaires-là. La deuxième offre qui est mise à disposition, ce sont des appels à projets. Là, plutôt tournés vers des bénéficiaires très très gros qui n'ont pas besoin de cette étape de diagnostic initial parce qu'ils ont déjà une équipe cyber bien en place, ils savent où ils en sont. Et l'idée n'était pas de dire ils sont déjà en cyber, ils sont déjà très bien, on va pas les subventionner. Non, on les félicite aussi et on les aide à aller encore plus loin en subventionnant ponctuellement des projets dont ils ont besoin, des projets qui ont une certaine cohérence par rapport à leur système d'information, par rapport à leur niveau de menace et par rapport à là où ils veulent aller. Donc ces 2 dispositifs sont disponibles aujourd'hui et utilisent largement donc le fonds de 136 millions qui est doté jusqu'en 2022 et qui va nous permettre d'aider, donc comme je l'ai dit, prioritairement les collectivités territoriales et les établissements de santé. En parallèle, on a une 3e offre qui est aujourd'hui moins visible, mais qui sera visible pour les utilisateurs demain. On travaille avec chacun des conseils régionaux pour monter sur chacun des territoires ce qu'on appelle un centre de réponse à incidents. L'idée est de se dire que l'ANSSI, dans ses missions essentielles, s'occupe en cas d'attaque, s'occupe de tous les opérateurs d'infrastructures vitales, les opérateurs de services essentiels. C'est-à-dire toutes les structures qui, si elles s'écroulent en cas d'attaque cyber, ont un impact très fort
sur la sécurité nationale ou un impact très fort économique sur la nation. Donc ça, c'est primordial. De l'autre côté, on a cybermalveillance.gouv.fr qui fait un travail extraordinaire pour aller s'occuper évidemment des particuliers, mais aussi des petites entreprises, des petites collectivités territoriales, pour aller mettre en relation, en cas d'attaque, avec des prestataires qui ont été bien identifiés. Et puis on s'est rendu compte qu'au milieu, on a tout cet écosystème qu'on va appeler de taille intermédiaire. On va pas mettre de frontières parce que tout ça est très compliqué, mais ce sont des acteurs de taille intermédiaire. Par exemple, une entreprise, une PME de 50 à 300 employés, qui, si elle a une attaque cyber et qui tombe, a un impact économique sur le territoire. Localement, c'est dramatique. C'est aussi dramatique chez une collectivité territoriale. Quand une ville de 50 000 habitants est attaquée, on l'a vu dans la presse récemment, ça tombe, plus de transport scolaire potentiellement, plus de ramassage des déchets, plus de cantines scolaires, les employés municipaux ne sont pas payés. Ça a un vrai impact sur le fonctionnement local de la collectivité au service des citoyens. Et donc il faut aller aider en cas d'attaque tout cet écosystème. Il faut aller l'aider avec un traitement humain, avec un centre de réponse à incidents qui sera dédié au niveau local, au niveau régional, pour mettre en relation avec les prestataires qui peuvent aider, qui peuvent faire de la remédiation, pour comprendre ce qui se passe, pour consolider ce qu'on appelle l'incidentologie, pour comprendre ce qui se passe sur le territoire et pour que, au niveau national, on soit plus en mesure d'anticiper, de comprendre ce qui arrive et puis de réagir si besoin. Donc voilà, ce sont les 3 offres qui sont mises en place aujourd'hui dans le cadre du plan de relance sur le volet cybersécurité. Merci. Donc nous voyons que les choses se mettent en place avec cette stratégie cyber. Je me tourne maintenant du côté des utilisateurs. Pouvez-vous nous présenter rapidement le CDSE et surtout quel est votre sentiment sur cette stratégie cyber ? Alors, présenter le CDSE, c'est assez simple. Ça fait 25 ans que le Club des directeurs de sécurité des entreprises est le partenaire de l'État sur ces sujets, puisqu'il regroupe, non pas il ne vise pas la quantité, mais la qualité. Nous ne voulons pas exploser les chartes en matière de nombre d'adhérents, donc on plafonnera forcément à 150, 200. C'est à peu près le nombre que nous atteignons aujourd'hui, puisque nous regroupons pour les plus grandes entreprises, les directeurs en titre, qui sont parfois des SSI du reste, ou patrons de la crise, mais en tous les cas toujours directeurs de la sûreté, on va dire le SBF 120 et le CAC 40, sachant que l'un et l'autre se recoupent. Et de ce point de vue-là, on est partenaire de l'État. Partenaire de l'État, ça veut dire qu'on n'est pas un syndicat. On n'est pas là scrogneux, à toujours se plaindre et toujours demander plus, pour autant que ce soit la posture unanime des syndicats. Mais surtout, on est là pour dire ce que nous pensons, relayer la parole de nos adhérents. Et il y a un moment où quand l'État nous dit écoutez, maintenant on vous a bien entendu, mais malheureusement on ne peut pas, on n'y arrive pas, ou alors c'est formidable ce que vous dites et on le reprend volontiers, soit on applaudit de deux mains, soit on rentre les 2 bras dans le lit en disant c'est dommage, mais nous pensions que nous étions un grand pays et finalement on ne peut pas tout faire, ou en tout cas l'État ne peut pas tout faire et doit s'appuyer parfois sur le libre entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle, comme partenaire de l'État, je pense que Thomas, vous n'y êtes pas étranger. Vous nous avez accueillis au sein du comité de filière, aux côtés de Jean-Noël de Galzin. Et j'insiste sur le fait, et j'atteste qu'il y a là une volonté de l'État de faire un grand tous ensemble pour justement traiter des questions du numérique et particulièrement de la cyber. Et sans ce grand tous ensemble, alors je ne sais pas si on va y arriver, j'y reviendrai plus tard peut-être dans notre débat, mais en tout cas sans ce grand tous ensemble, nous aurions été plantés. Parce que la spécialité des filières industrielles, dans le passé, c'est de construire des éléphants blancs et des avions renifleurs en disant au client final, au consommateur, voilà, on t'a construit un truc très bien, ça ne correspond pas complètement à ce que tu avais demandé, mais on va te le filer quand même et éventuellement on va te l'imposer par la loi, comme ça tu seras obligé de nous l'acheter. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On n'est pas du tout dans cette logique-là. D'abord, il y a les industriels, mais pas que les grands. Les petits et les moyens y sont, Jean-Noël de Galzin l'a rappelé tout à l'heure, des PME, des start-up qui sont aux côtés des majors de l'industrie française. Et c'est vraiment vachement bien parce qu'on se parle en vérité, on se dit les choses autour de la table et on fait avancer comme ça la réflexion. Et puis, je l'ai dit, il y a les consommateurs de l'autre côté. Et donc, c'est le gage probablement que les solutions auxquelles nous allons parvenir
on est probablement encore un peu en retard. Moi, j'ai entendu des ministres au début de ce quinquennat dire à la fin de l'année, ce serait bien qu'on y arrive. C'est pas la fin de cette année, c'est l'année prochaine. Bon, bref, j'y reviendrai. En tout cas, j'atteste de la très grande volonté gouvernementale, et on l'a vu, notre ami de l'INSI et de la DGE nous ont dit tout à l'heure qu'un milliard, c'était le bon niveau. Il y a de l'argent public sur la table, il ne faut pas le gâcher. Il y a de l'intelligence. On prend en compte l'envie des utilisateurs pour le moment. Alors, l'utilisateur que je représente, c'est un utilisateur entreprise. À dire le vrai, si on regarde la chaîne d'utilisation, il faudrait partir, alors les Américains aiment bien les abréviations, mais du J, le gouvernement, to B, business, to B, encore une fois, parce qu'il y a des petits et il y a des grands, et to C, le consommateur final. Et ce sont les deux maillons qu'il faudrait représenter. S'il manquait un petit maillon dans le comité de filière, c'est peut-être le consommateur final. Enfin, on n'en finirait plus. Déjà qu'on a des débats très, très nourris, je pense qu'on y viendra pour le consommateur final. Et quand j'entends le ministre de l'Éducnat dire il faut qu'il y ait une sensibilisation cyber, quand je vois les efforts de pédagogie que fait l'ANSSI avec un petit fascicule bientôt qui sera diffusé très largement, y compris dans les écoles et les universités, je me dis qu'on va aussi toucher ce maillon-là. Mais il faut, ce grand tous ensemble, il est indispensable. On le fait aujourd'hui, c'est probablement la dernière sortie avant l'autoroute, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est-à-dire si ce milliard-là n'est pas bien utilisé, si effectivement l'ensemble du système industriel français, les tout petits comme les très gros, ne s'y mettent pas, et si le consommateur final ou le consommateur industriel ou commercial intermédiaire ne s'y retrouve pas, malheureusement, on sera obligé d'avoir recours à d'autres entreprises, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Pour le moment, j'avais envie d'avoir un propos plutôt aigre-doux, et le propos d'entrée est plutôt doux. Je reviendrai sur le propos aigre tout à l'heure. Merci. Donc du côté de la DGE, pouvons-nous en savoir plus justement sur les actions qui sont pilotées par la DGE ? Merci. On a 3 actions principales. La première, c'est sur le développement de l'offre. Je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Noël de Galzin l'a confirmé. On a en France une partie de l'offre, mais pas la totalité. Et on a besoin, pour des questions ne serait-ce que de souveraineté, évidemment pour des questions économiques, compte tenu de l'importance de ce marché, de compléter l'offre. Et ça, pour l'ensemble des besoins, donc un certain nombre de besoins technologiques très avancés pour des secteurs critiques, mais aussi des offres adaptées pour d'autres types d'acteurs, pour des PME, pour des collectivités locales, pour des infrastructures particulières. Et pour ça, on a lancé un premier appel à projet le 28 juillet qui a sélectionné 4 premiers thèmes qui sont les outils de communication à distance et collaboratifs. Ça, c'est une conséquence directe de la crise et vous comprendrez qu'on ait mis ce sujet en priorité. C'était une demande très forte des acteurs publics et privés de disposer de solutions souveraines et sûres de collaboration à distance. Deuxième sujet, c'est les technologies de chiffrement innovantes, l'interface entre les systèmes cyber et les systèmes physiques, et puis la sécurisation des grands événements. Donc là, on attend des offres de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, dans ces 4 domaines d'ici octobre. Et ensuite, on relancera une deuxième vague avec d'autres thèmes auxquels on réfléchit actuellement. Et vous pouvez donc d'abord, bien sûr, participer en présentant des projets dans cet appel à projets, et puis ensuite faire des suggestions de nouveaux thèmes lors d'échanges avec un certain nombre d'entreprises sur le forum aujourd'hui. On a discuté de futurs thèmes qui seraient utiles de proposer pour cet appel à projets. Et on a en tout, sur ce développement de l'offre, 200 millions d'euros qui permettront de financer ces projets. On a ensuite un soutien à la demande. Et là, on l'a vu, ça a été évoqué, on a des demandes particulières d'un certain nombre d'acteurs qui nécessitent des réponses particulières. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt en avril qui doit permettre de présenter des projets de démonstrateurs de cybersécurité qui sont adaptés à certaines
certaines typologies de besoins. On l'a dit, les hôpitaux, les établissements de santé, les ports, les collectivités locales, qui ont chacun des enjeux particuliers. Les ports ont besoin de solutions très globales qui gèrent un très grand nombre d'acteurs. Les collectivités locales, au contraire, ont souvent besoin de solutions qui sont complètement conçues, opérationnelles. Elles ne peuvent pas forcément investir dans le design de la solution. Et donc, on a cet appel à manifestation d'intérêt donc un certain nombre de projets ont été proposés. On annoncera prochainement le résultat et la sélection de ces projets d'hôpitaux, donc de collectivités locales ou de ports. Et l'idée, c'est de réaliser ces projets, d'en faire des démonstrateurs et qu'ensuite, ces démonstrateurs, évidemment, soient réplicables pour pouvoir être adoptés par les acteurs partout en France. On va veiller dans la réalisation de ces projets, puisqu'on a une première phase d'appel à manifestation d'intérêt et ensuite les projets seront construits et donneront lieu à des appels à projets beaucoup plus précis. Et on veillera évidemment à ce que les démonstrateurs soient réalisés en associant toute la gamme de l'offre des entreprises, à la fois des grandes, des petites. Et on comptera sur le comité de filière pour aider à faire émerger les solutions, les offres les plus complètes possibles, puisqu'il y aura un effet de réplication de ces démonstrateurs ensuite qui pourront être généralisés auprès des autres acteurs. Et puis le troisième axe, c'est tout ce qui va contribuer à la fédération des écosystèmes, de la filière, des initiatives et des relations entre les acteurs de la filière. On a deux actions particulières que je mentionne. Il y en a beaucoup d'autres, mais la première, donc, c'est bien sûr le campus cyber qui doit être ce lieu un peu unique en Europe dans lequel on va susciter les échanges, les interactions entre les acteurs et ceci en bonne articulation avec le comité de filière. Et puis, l'un des enjeux, et en discutant avec les entreprises aujourd'hui, c'est un sujet qui revenait beaucoup, c'est la relation entre justement les différents acteurs qu'a décrit Jean-Noël de Galzin, à la fois les grands groupes clients, les grands groupes intégrateurs de solutions et les PME et start-up qui sont fournisseurs de solutions, de certaines briques pour lesquelles on voit encore des difficultés dans la filière à associer, en fait, notamment entre les intégrateurs et les startups ou entre les grands clients et les autres offreurs de solutions. Et pour ça, on organise le 27 septembre à Bercy une journée de l'autonomie où on va faire une première étape et on en fera d'autres, de rencontres entre les grands clients, les intégrateurs et les offreurs de solutions, quelle que soit leur taille. C'est deux exemples d'actions très concrètes qu'on mène dans les prochaines semaines sur cette rencontre entre l'offre et la demande et la fédération de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Merci. William Lecas, est-ce que vous pouvez évoquer les autres mesures mises en place, autres que les mesures de l'ANSSI et de la DGE? Tout à fait. Alors, faut savoir que la stratégie dans son ensemble se décline en 20 mesures au total. Donc un certain nombre ont déjà été citées et sont des mesures majeures. Je pense qu'il y en a quelques autres sur lesquelles on peut peut-être faire un focus. Je ne vais pas toutes les citer, ce serait un petit peu trop long, mais par exemple, une mesure qui vise à soutenir l'entrepreneuriat en cybersécurité. Parce que le constat, c'est qu'on a un énorme potentiel pour la création de start-up en France, ne serait-ce que par notre compétence technique qui est reconnue internationalement. Mais on voit aussi que ce potentiel est encore peu réalisé. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de startups qui se créent tous les ans, de plus en plus, et donc on a de plus en plus de pépites. Mais là, l'objectif, ce serait de stimuler cet entrepreneuriat pour atteindre le plein potentiel qu'on observe. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette action-là en début d'année, avec un appel à manifestation pour la création d'un startup studio spécialisé en cybersécurité. Donc, il y aurait vocation exactement à ça, à stimuler l'entrepreneuriat, à aider à la création de startups, en particulier par des profils techniques, et aussi à apporter du financement dès la création des startups, pour que ces startups-là puissent accélérer au même rythme que leurs concurrents internationaux. Donc, on a eu cet appel à manifestation d'intérêt qui a débouché sur un lauréat, qui est le consortium French Cyber Booster, qui est
porté par Axeléo, Le Pool et Go Capital. Donc c'est un startup studio qui va être colocalisé entre Rennes et Paris, côté Paris, au sein du campus cyber. Donc le campus cyber, hein, qui a été mentionné, mais qui est aussi une des mesures majeures de la stratégie, qui est donc le projet qui est mené par Michel Vandenberg, mais je ne vais pas revenir dessus, et puis je sais qu'il intervient un petit peu plus tard dans le FIC, donc je suis sûr qu'il a beaucoup de nouvelles à vous donner sur l'avancée du projet. Une autre mesure majeure, je pense qu'on peut citer ici, c'est un programme pour la recherche amont en cybersécurité, qu'on appelle dans le jargon le PEPR Cyber. Je vous fais grâce de l'acronyme, mais c'est un projet de 65 millions d'euros pour soutenir la recherche académique en cybersécurité. C'est piloté donc au profit de tout l'écosystème académique, mais c'est piloté par 3 organismes de recherche que sont le CNRS, l'INRIA et le CEA, en grande proximité, avec un lien fort avec donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est un programme donc, qui est en cours de lancement et sur lequel on va aller chercher donc des sujets avec un TRL relativement bas, mais qui a vocation à alimenter après la recherche appliquée, la recherche industrielle et à être la phase amont de ce rapprochement entre la recherche et l'industrie. Et le dernier point, la dernière mesure sur laquelle je voudrais insister, parce qu'elle est extrêmement importante, j'ai mentionné tout à l'heure qu'on allait créer, en tout cas qu'on voulait créer 37 000 emplois. Alors c'est un chiffre comme ça qui ne peut pas être abstrait, mais 37 000 emplois, ça veut dire qu'il y a un énorme effort à faire sur la formation. Et on parle de formation continue, d'une part, en partant du niveau bac jusqu'au niveau bac plus 8, en passant par les masters, les licences, les BTS. Il y a énormément de diversité de profils qui sont nécessaires à la croissance de la filière, et c'est énormément de formations qui doivent être mises en place rapidement pour répondre aux besoins aujourd'hui de personnes qualifiées. Aujourd'hui, on rappelle que le besoin n'est pas satisfait par le nombre de gens qualifiés. On a des postes vacants, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi des formations qui ne sont pas remplies. Donc il y a une problématique d'attractivité de la filière sur laquelle il faut travailler pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est aussi de la formation continue et de la reconversion, parce qu'il y a un énorme potentiel et une énorme demande côté cyber de profils seniors, alors des spécialistes, des gens techniques, mais pas que, c'est aussi des profils qui peuvent être RH, qui peuvent être juridiques, qui peuvent être commerciaux. Il y a énormément de diversité de métiers dans cette filière-là, et c'est important qu'on soit capable de structurer l'offre de formation pour pouvoir, de manière générale, adresser les objectifs. Donc voilà, toutes ces mesures, elles ont l'air un petit peu hétérogènes comme ça, il y en a un certain nombre qui sont transverses, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles forment un tout cohérent qui a vocation à atteindre, encore une fois, les objectifs dont j'ai parlé tout au début, et je le redis parce que c'est important, qui sont très ambitieux, même si le budget qu'on s'est donné, enfin qui nous a été donné est conséquent, ce sont des objectifs qui sont pour le moins challenging. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir évoqué tous ces dispositifs. Je reviens vers l'ANSSI. Vous avez accompli donc un travail considérable, mais comment allez-vous aller chercher les autres bénéficiaires? Comment allez-vous assurer leur suivi ensuite? Oui, alors déjà, je voudrais revenir sur le travail qui est déjà en cours pour donner quelques chiffres. En se focalisant sur les parcours de cybersécurité dont j'ai parlé tout à l'heure, l'objectif sur la durée du plan de relance est d'accompagner un minimum de 700 bénéficiaires. Le chiffre, en fait, il nous est donné simplement par l'enveloppe financière, qui est très très belle, qui est inédite pour les enjeux, mais qui est limitée comme toute enveloppe financière, et qui donc nous dit qu'on peut aider environ 700 bénéficiaires. Aujourd'hui, on est en phase opérationnelle, on a lancé les parcours, on a des bénéficiaires qui sont en route, et on a déjà 400 bénéficiaires identifiés et avec lesquels on commence des parcours. Donc ça veut dire que c'est bien compris, que ça a été bien diffusé. Ça veut dire que l'opportunité qui est offerte par ces parcours de cybersécurité est bien vue par les bénéficiaires.
Ce qu'on identifie, pour revenir à votre question, c'est que finalement, sur ces 400 bénéficiaires, on a probablement touché tous ceux qui sont déjà au courant qu'ils ont un problème de cybersécurité. Tous ceux qui savaient qu'ils avaient quelque part dans leur système un truc qui allait pas et que la cyber, un jour ou l'autre, ça allait leur tomber dessus et qu'il faudrait faire quelque chose. Et donc ceux-là, ils sont un peu au courant de tout ce qui se passe, ils participent à tous les webinaires, à tous les séminaires d'information, ils ont eu l'information, ils se sont portés candidats. Donc tout ça, tout va bien et c'est super d'aller les aider. Maintenant, le challenge pour nous, c'est d'aller chercher tous ceux qui sont même pas au courant qu'ils ont probablement un problème de cybersécurité, puisque toutes les collectivités, tous les établissements de santé doivent faire face à ça. Et donc pour aller les chercher, donc on élargit évidemment notre communication. On a une communication assez importante aujourd'hui en termes de à la fois de sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, en termes de webinaires, et on élargit pour ne pas s'adresser qu'au RSSI, parce que quand il y a un RSSI, c'est que c'est déjà bien. Il faut aller voir, il faut aller toucher les décideurs pour les convaincre qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça, c'est en cours. Et puis, on a besoin également de tous les prestataires de services et de tous les fournisseurs de produits, parce que eux, ils ont déjà des clients potentiellement quelque part, et il faut qu'ils aillent faire la promotion de ce principe-là pour expliquer que il y a ces subventions qui sont mises en place et que leurs clients qui bénéficient déjà peut-être de certains services de sécurité peuvent étendre ce qui est déjà mis en place grâce à ces parcours, peuvent être subventionnés pour ça. Et puis ça a le deuxième effet qui se coule, c'est que en fait les prestataires, s'ils sont déjà en place, ces subventions, elles visent à les pérenniser. Elles visent à mettre en avant le travail qui est déjà fait par ces prestataires et à les accompagner pour aller plus loin et pour en faire plus. L'idée, c'est de faire arriver des nouveaux prestataires quand il n'en existe pas déjà sur place, et puis de pérenniser ceux qui sont déjà là, de valoriser le travail des RSSI quand ils sont déjà là. Donc il y a tout ce travail qui nous attend aujourd'hui. Le plus dur reste à faire, mais on est persuadé d'y arriver, parce que je pense que la prise de conscience du besoin de cybersécurité dans l'ensemble des systèmes est déjà là. Donc voilà, on a tout ce réseau de prestataires, on a identifié ce qu'on appelle des prestataires terrain avec une déclaration de ces prestataires terrain sur un site également pour qu'on puisse avoir des listes à transmettre aux bénéficiaires, pour qu'on puisse partager l'information. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on construit encore au quotidien, puisque tout ça va extrêmement vite, mais on est très bien aidé par l'ensemble de l'écosystème qui est convaincu de la pertinence de ce qui est fait, et donc ça nous laisse des belles perspectives pour l'avenir. Merci. Je me tourne maintenant vers Jean-Noël de Galzin et sur la place d'Exatrust, puisque toutes les sociétés labellisées Exatrust sont dotées d'un savoir-faire d'excellence, et je me doute que vous allez suivre pas à pas les retombées. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour ces startups et ces PME, la commande publique va représenter la clé de la croissance ? Alors, clairement, ce dont on a besoin pour devenir des industriels, c'est effectivement pour que nos entreprises, start-up, PME, TI, deviennent on va dire des grands champions industriels, comme il y en a eu précédemment, avec tous ces entreprises du CAC 40, du SBF 250, qui sont maintenant parfois en phase de mondialisation, de délocalisation, et donc qui sont moins dans une logique peut-être, qui sont toujours dans une logique d'être restés des leaders mondiaux, etc., de créer, de se renouveler, etc., mais c'est pas eux qui sont le poumon de l'industrie de demain. En tous les cas, ils en sont un, et pour rappel, dans le corps, il y a 2 poumons. Et donc le deuxième poumon, ce sera notre capacité, ce sont nos entreprises, celles que nous avons créées nous, et que nous allons, et pour certains d'entre nous, essayer de transformer à notre tour en grandes entreprises industrielles. Et pour cela, c'est clair que nous, quand on parle d'Exatrust, on me fait souvent cette remarque de me dire « Ah oui, mais tu te bats pour la poignée de PME qu'il y a dans Exatrust, etc. etc. » D'abord, on est près de 70 membres. On a été sélectif jusqu'à présent. On s'est doté aujourd'hui d'une nouvelle déléguée générale, de nouveaux moyens. Et on a une ambition, c'est pas seulement de développer les PME d'Exatrust, c'est de développer un savoir-faire français et de le mondialiser, et qu'on arrive à transformer nos petites entreprises en champions, leaders mondiaux. Donc ça, c'est quand même l'idée motrice de la plupart des entreprises, des chefs d'entreprise, ou même des salariés de ces entreprises au sein d'Exatrust. Et on reverse, ou on se bat
pour nous et pour toutes les entreprises du secteur. On va regarder, on a pondu, travaillé, contribué pour faire exister cette, on va dire, stratégie nationale, dont on a beaucoup parlé à l'instant. Alors, on a aussi s'est battu pour faire exister ce lieu qu'est le campus cyber, aux côtés de Michel Vandenberg. La question se pose de savoir si c'est maintenant le lieu qui va piloter la stratégie, ou si c'est la stratégie de la filière, ou si c'est la filière qui va piloter le lieu et développer les services pour l'ensemble de la filière. C'est une question sur laquelle nous devons travailler ensemble. Maintenant, il y a un point qui est important. Nous, il y a 3 points qui nous paraissent importants. D'abord, le premier, c'est qu'on ne développe pas d'entreprise, on ne développe pas d'emploi, on ne développe pas de richesse, de PIB, de toute cette industrie sans business. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'on est dans un monde où il y a des besoins criants de cybersécurité dans le monde, partout. Il y a un cabinet d'études qui a montré que ça pèse aujourd'hui, c'est une menace qui pèse 1% du PIB mondial. Donc c'est considérable en termes d'impact. Donc on a besoin d'apporter la sécurité, on a besoin de répondre aux besoins immédiats. Et ça constitue une demande, un business. Et oui, à court terme, le business, les commandes publiques, privées, c'est le nerf de la guerre. Donc nous, la première chose qui nous intéresse et la première raison qui nous amène à construire une filière, c'est évidemment de répondre aux besoins du grand public, des entreprises, de l'État, des organisations, et de capter ce business, tous ces investissements évalués à des milliers de milliards d'euros dans les années qui viennent pour constituer, pour structurer nos entreprises. Ça s'est fait à chaque... Il se trouve qu'on a vécu une crise. Une crise, il y a du négatif et puis il y a du positif. C'est ce qui se passe le lendemain, le réveil, le rebond. Et voilà, ce rebond, il va amener beaucoup d'investissements et il nous paraît absolument clé que l'investissement des Français, l'investissement des Européens, tout cet investissement aille en priorité dans nos organisations. Sinon, tout cet effort ne servira qu'à repousser le risque d'une sorte de vassalisation dans le numérique qui nous coûtera en termes de vassalisation, en termes de civilisation et en termes d'économie dans le futur. Donc c'est juste clé. Le deuxième point, c'est l'innovation, les startups, les PME. C'est l'avenir. Donc il faut effectivement les accompagner, il faut mettre un effort particulier pour les développer. On a parlé du marché, il y a aussi le financement, une chaîne de financement, des financements, on a parlé de l'amorçage, mais on l'avait mis dans le plan de relance. Il faut aussi penser au late stage, il faut penser à toutes ces startups qui sont rachetées les unes après les autres, parce que nous avons du talent, parce que nous savons développer ces startups et ces PME. Donc il faudra des moyens. Nous sommes aussi un pays très performant sur le plan financier. Nous avons aussi de l'assurance vie, du Codévie, tout un tas d'épargne. Donc une partie de cette épargne va devoir aller dans les entreprises qui sont déjà des entreprises un peu plus matures et qui ont systématiquement besoin d'aller chercher des fonds aux États-Unis pour trouver des fonds dignes de leur ambition, on va dire, en termes de développement. Donc nous aurons besoin de capacités de financement, des investissements sous forme d'investissement avec des fonds de capital risque, de capital développement, des fonds late stage, ou alors des prêts. Il existe par exemple la Banque européenne d'investissement, le fonds, le FEI, des fonds qui vont permettre de financer nos entreprises, qui vont nous permettre d'éviter certaines mésaventures qui peuvent conduire certaines de nos entreprises à se retrouver dans des procès à rallonge qui coûtent très cher, qui leur coûtent la croissance, qui leur permettrait de devenir des leaders mondiaux. Une entreprise comme Vadesecure aujourd'hui, je vais prendre cet exemple que tout le monde comprend, ça pourrait être le leader mondial dans son domaine. Eh bien, quand on va aux États-Unis, on prend un risque aujourd'hui. Donc, on a besoin des moyens de pouvoir se financer de différentes manières, y compris en restant européen. Troisième aspect, la souveraineté. La souveraineté, c'est juste vital pour notre civilisation, c'est juste vital pour quand on aime
le pays qui nous a permis d'entreprendre ou aujourd'hui d'habiter, de faire plein de choses qu'on aime. Et donc, tout simplement, l'autonomie stratégique aussi, c'est-à-dire la capacité dans le numérique d'avoir nos territoires numériques, d'avoir la main sur nos données. Et c'est juste, aujourd'hui, plein de réglementations qui ont été créées qui ne deviendront réalité que si on arrive à créer du concret derrière ces réglementations. Donc voilà, on regardera, nous, dans Exatrust, à ce que ces trois aspects-là soient bien présents au cœur de la filière. Et à chaque fois qu'on nous le demandera et qu'on verra qu'il y a la capacité à transformer l'essai dans ces trois sujets, on sera présent aux côtés des autres partenaires. Merci, on a bien compris, innovation, investissement, souveraineté. Stéphane Voland, un petit mot sur ces sujets. Après le président de Galzin, ça devient compliqué. C'est un véritable discours présidentiel que tu viens de nous faire là. Ah oui, Thomas Courbe a pris des notes, moi aussi. Enfin, c'est un truc, Bruno Le Maire n'a qu'à bien se tenir, quoi. Pour autant qu'il soit candidat à la présidentielle. Bon, bref. Ouais, moi je voudrais rebondir sur un chiffre qui n'a pas été dit parce que c'est la réalité du marché tel qu'il existe aujourd'hui. Si nous regardons les entreprises de ce pays, je comprends qu'il y a entre 10 et 15% d'entreprises françaises qui ont recours à des solutions numériques souveraines. 10 et 15%, ça voudrait dire que plus de 80% de nos DSSI sont soit des incapables, soit des traîtres à la patrie. C'est-à-dire qu'ils ont recours à des solutions qui ne seraient pas souveraines. Et moi, je représente, pardon de le dire, ces 10 ou 15%-là qui essayent de faire bien, mais je représente aussi les 80 autres qui disent j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Et je voudrais partir des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je serais aigre-doux, là c'est la séquence aigre. On n'y arrive pas pour au moins deux raisons. La première, c'est que d'abord, j'entends que les héros nationaux, les plus grandes entreprises de ce pays, ont passé des accords stratégiques avec les GAFA. Des accords stratégiques avec les GAFA. Et du coup, vu de l'acheteur, du directeur des achats ou du directeur finance des entreprises, on se dit, après tout, peut-être le diable, mais dès lors que le diable a passé des accords stratégiques avec les grandes boîtes françaises, pas avec les petites, hein, Jean-Noël, je te rassure, les PME n'ont pas ce genre d'accord. Pourquoi ne pas passer directement chez les GAFA, puisque de toute façon, il y a déjà GAFA Inside à l'intérieur de Solutions Nationales. Donc moi, je voudrais qu'on lève cette ambiguïté et que du côté de l'ANSSI, on soit plus vigilant et que du côté de l'État, on le soit davantage, parce que le DSSI ne parviendra à imposer ses solutions souveraines nationales ou européennes que si effectivement on lui donne les arguments pour prouver la souveraineté au jour le jour des solutions qu'il propose et qu'on puisse, exactement comme on le fait en matière de radicalisation, qu'il y ait un petit papier de l'ANSSI qui dit « Je vous demande de ne pas retenir telle ou telle solution ». Si l'État prend sa responsabilité, en commission d'appel d'offres, nous prendrons les nôtres. Pour le moment, l'État nous dit « On n'aimerait pas trop que vous preniez ce truc-là, mais on n'ose pas nous dire pourquoi, on ne nous l'écrit pas. Et donc moi j'ai besoin de papier, et puis j'aimerais bien comprendre pourquoi on ne prendrait pas ces solutions-là si elles font l'objet de solutions stratégiques qu'une bonne fois pour toutes on nous l'explique. Moi, si je veux prouver ma nationalité française, je vais au ministère de l'Intérieur, je vais avoir une liste de 10 questions, pas 11, pas 12, pas 13, 10. Je répondrai par oui ou par non, pas par peut-être. Et pour prouver mon oui ou non, on me demandera un papier. Quand on me demande mon livret de famille, je ne fournis pas mon permis de conduire. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas quelle est la carte d'identité de la souveraineté. Et donc, les acteurs souverains, j'attends de l'État qu'ils aient une carte d'identité et soit ils sont capables de la rapporter en commission d'appel d'offres et dans ces cas-là, on arrivera à les prendre en toute tranquillité, soit ils ne sont pas capables d'attester de cette souveraineté et dans ces cas-là, on les évacuera. Mais le GAFA Inside est un peu perturbant dans cette affaire. Donc, il faut lever cette ambiguïté. Ensuite, la souveraineté, on l'a évaluée chez les donneurs d'ordre, chez les acheteurs, à 10 ou 15%. Combien êtes-vous prêt à payer pour avoir une solution souveraine par rapport à une solution qui le serait moins? C'est un peu comme une assurance. Au moment où vous habitez au 6e étage, au moment où vous recevez votre prime d'assurance, 300 €, ça paraît beaucoup. Oui, mais enfin, quand vous avez inondé dans l'année les 5 étages du dessous, vous dites que 300 €, c'est assez peu par rapport à ce que vous auriez dû payer si vous n'aviez pas pris cette assurance. Eh bien, la souveraineté, c'est à peu près ça.
Et les grands groupes aujourd'hui, qui sont très tenus par leurs marges, évaluent le coût de la souveraineté ou l'assurance souveraineté à entre 10 et 15%. 10 et 15% en plus, c'est déjà beaucoup. Mais donc il y a l'aspect prix et puis il y a l'aspect fonctionnalité. Il ne faut pas que pour 10 ou 15% de plus, on ait des solutions qui soient moins performantes que celles que nous offrent les autres. Sinon, on va dire, bah oui, si je paye plus cher pour avoir moins bien, je vais payer moins cher pour avoir mieux, ça paraît logique. Et enfin, l'ergonomie. Ça paraît tout bête, mais s'il faut avoir un bac plus 25 pour pouvoir utiliser une solution, bah on utilisera la solution plus simple. Et donc, moi, je veux des solutions souveraines, évidemment, qui soient attestées et attestables avec des critères qui soient revus de jour le jour. Parce que pendant le confinement, j'ai eu un appel de quelqu'un d'extrêmement important qui me dit « Ah ben, au CDSE, il faut que vous parliez avec telle application parce que sinon, vous mettez systématiquement Pékin ou New York en copie. » Très bien, donc on va prendre cette application. Et puis 15 jours plus tard, j'ai eu une personnalité extrêmement importante, mais d'un autre ministère qui me dit « Ah, tu ne peux plus utiliser cette solution. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Parce que son capital a changé et donc il y a des Chinois à l'intérieur et donc on émet quelques doutes. Moi, je veux que cette carte d'identité, cette attestation de souveraineté, elle tombe régulièrement, qu'on puisse l'assumer en commission d'appel d'offres et que sur le prix, sur les fonctionnalités, sur l'ergonomie, les solutions souveraines françaises soient aussi bonnes que les autres. Sinon, on ne pourra pas reprocher aux citoyens perso d'avoir son petit logiciel à la maison qu'il importe dans l'entreprise et qui pourrit du coup le système de l'entreprise. Et on ne pourra pas reprocher non plus au DSSI de ne pas se battre à armes égales avec ses collègues qui sont l'œil rivé sur les prix et de ne pas pouvoir combattre le directeur des achats ou le directeur finance qui, lui, a un objectif de résultat. Or, si on veut que ça marche, il faut que le DSSI finisse par être le meilleur ami du directeur des achats ou le directeur financier. Sinon, on n'y arrivera pas. À nous, au sein de la filière, et c'est là où je suis très enthousiaste, à nous, au sein de la filière, de faire des propositions pour travailler sur ce milliard, pour bien utiliser ce milliard et faire en sorte qu'effectivement, le pari que nous faisons tous autour de cette table ici soit définitivement un pari gagnant. Merci. Maintenant, on va donner un regard tourné vers le futur. Ouais. Thomas Courbe, quelles sont vos priorités pour les travaux futurs ? Alors, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, je pense qu'il y a 3 priorités. La première, Jean-Noël de Galzin l'a évoqué, c'est la question du financement late stage. Jean-Noël en a dit déjà beaucoup. Simplement, en un mot, c'est un problème, c'est un sujet en tout cas qui dépasse le secteur cyber. On a, dans le cadre de la mission qui avait été confiée à Philippe Tibi, pu faire émerger un certain nombre de fonds privés, donc typiquement ce qu'indiquait Jean-Noël de Galzin, qui vont mobiliser l'épargne sous toutes ses formes pour investir dans le late stage des startups. Donc ça, c'est une première réponse. Il y a 3 milliards des acteurs qui s'étaient engagés, qui, avec l'effet de levier, vont permettre d'avoir 20 milliards d'investissements dans ce late stage. Donc c'est une vraie transformation du paysage de l'investissement late stage dans les startups en France. Mais on a besoin aussi, sans doute, de fonds plus sectoriels, et notamment dans le domaine de la cyber. Le deuxième enjeu, c'est les PME et les TPE face aux risques cyber. Ça a été déjà évoqué. Gonel Martinet a évoqué nos efforts de sensibilisation avec cybermalveillance. Cédrico a présenté en juillet le dispositif d'alerte cyber qui va permettre de diffuser dans toutes les entreprises, PME, TPE, les vulnérabilités dès qu'elles sont détectées et la solution de remédiation. C'est très important d'avoir un système qui diffuse très largement dans ces entreprises, en particulier quand une solution de remédiation est disponible. Et puis il faut aller plus loin et on a besoin d'accompagner les PME, les TPE dans la démarche cyber, et on va lancer une première vague de 5000 accompagnements de TPE françaises, donc qui auront, pour lesquelles on finance un conseil qui leur permettra d'abord d'avoir un diagnostic et ensuite d'identifier la bonne solution cyber pour sa situation. On lance cette première vague de 5000 accompagnements. On en fera d'autres si cette première opération est réussie. Et en tout cas, ça nous semble nécessaire d'aller finalement chercher ces entreprises pour les aider à trouver la bonne solution. Il faudra bien sûr, et on en parle avec la filière, qu'en face, l'offre soit adaptée.
une partie de l'offre existe et avec l'ANSSI, on fait le catalogue des offres qui sont cyber, qui sont très faciles à mettre en œuvre pour des petites entreprises. Il faudra sans doute aller plus loin dans l'adaptation de l'offre pour avoir les solutions les plus faciles à mettre en œuvre pour, on le sait bien, des chefs d'entreprise qui ont peu de temps à consacrer à l'adoption d'une solution cyber. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment d'avenir, qui est un sujet qui dépasse la cyber, qui est pour l'ensemble du numérique, qui est celui de la souveraineté. Je ne peux pas ne pas le commenter, mais sans m'y attarder, puisque le temps passe. Simplement, pour donner un exemple, je crois, d'une action récente que nous avons prise qui, il me semble, répond à ce qu'évoquait Stéphane Voland, qui est la stratégie sur le cloud, en particulier la définition du cloud de confiance, qui répond tout à fait, je crois, à une définition très claire de la part de l'État de ce qu'est un cloud de confiance, en particulier un cloud qui n'est pas soumis à des législations extraterritoriales étrangères et qui doit permettre aux clients, d'abord à l'État, on l'a dit, désormais l'État aura recours à ces solutions pour toutes les solutions de cloud qui nécessitent de manipuler des données sensibles, des données personnelles, des données des entreprises. Pour les OIV, on incite évidemment très activement les opérateurs d'importance vitale à adopter des solutions de cloud de confiance. Et puis plus généralement, on incite en fait toutes les entreprises, en particulier les grands groupes qui ont des données sensibles, à se référer à ces solutions pour avoir pour en tout cas la partie des données sensibles, des solutions de cloud qui sont conformes à ce niveau d'exigence. Je crois que c'est une réponse assez concrète aux besoins plus généraux sur l'ensemble du numérique qu'évoquait Stéphane Voland, et on doit aller plus loin, bien sûr, dans d'autres secteurs du numérique. Merci beaucoup. Un autre enjeu majeur pour la France, même si le temps passe, quelle va être l'articulation de cette stratégie avec la stratégie européenne cybersécurité? William Leca, quelques mots dessus? Oui, tout à fait. Je pense que on le dit souvent. Hein. Je sais que, en particulier, Guillaume Poupard le mentionne régulièrement dans ses interventions. La cybersécurité, on doit la projeter au niveau européen, ne serait-ce que pour une question de taille, que ce soit sur les financements, sur les marchés. On parlait tout à l'heure d'être capable de financer des startups en mode scale-up sur des tickets un peu plus gros que ce qu'on fait habituellement. Ça passe probablement par un niveau européen, mais ce sont des pistes à creuser. Mais quand on voit les objectifs qu'on s'est donnés économiquement, on voit bien que ça passe par la structuration et la conquête d'un marché européen, ne serait-ce, encore une fois, que pour être capable de fournir une alternative viable à nos startups qui permet de soutenir leur croissance hyper accélérée, telle qu'elles l'imaginent. Et aujourd'hui, c'est, à mon avis, la source majeure de fuite de nos startups vers d'autres zones géographiques que de ne pas être capable de soutenir cette croissance-là. Donc un marché européen, c'est indispensable pour assumer nos ambitions telles qu'on les a présentées. Il y a un deuxième point. Aujourd'hui, on a parlé d'une volonté politique forte côté français sur la cybersécurité. On a la chance que ce soit synchronisé avec une volonté politique forte au niveau européen. La cybersécurité en Europe se structure actuellement avec le centre de compétences de cybersécurité européen qui est entré en vigueur en juin. C'est un centre qui va gérer, pour faire court et simple, la partie cyber du programme Digital Europe, qui est un aspect très important de la stratégie cyber européenne. Et donc c'est une opportunité de cohérence et de synergie qu'il faut absolument saisir pour pouvoir positionner la stratégie nationale française avec la stratégie européenne. Et pour faire écho au premier point que je disais, c'est que le marché européen est indispensable pour soutenir nos objectifs. Merci. Côté CDSE, Stéphane Voland, quel est votre plus grand souhait? Mon plus grand souhait, c'est qu'on ne se retrouve pas ici dans 2 ans au FIC, exactement se posant les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on fasse le constat absolument lamentable qu'on a dépensé pour rien 1 milliard d'argent public, soit que nos grandes entreprises n'ont pas réussi à être au rendez-vous, soit que les moyennes, les petites et les start-up n'ont pas réussi non plus, et que pour ça, le meilleur des signes, c'est toujours partir du client. C'est comme en démocratie, on part toujours de l'électeur, parce que lui, on ne change pas. On ne change pas l'électeur et on ne changera pas le client. Et moi, je voudrais qu'on décolle de ce chiffre de 15%. Le jour où, effectivement, les entreprises françaises et les Français, dans leur sphère privée, utiliseront bien plus que 15%
de solutions numériques françaises ou européennes souveraines, on aura gagné. Si dans 2 ans, on se retrouve à dire ce chiffre n'a pas beaucoup bougé, ça veut dire qu'on aura gaspillé 1 milliard d'argent public alors qu'on a l'argent qu'il nous faut. Ce milliard, il est bien calibré. Les partenaires qu'il nous faut, on est tous autour de la table. Il y a un grand tous ensemble qui montre qu'on a envie d'arriver. Et puis, moi je suis ravi de t'entendre dire que l'État va être exemplaire. C'est top. J'y crois en plus quand tu le dis, tu es un homme honnête et sincère, donc si tu le dis, j'y crois. J'espère qu'on ne va pas se faire rattraper par la patrouille, mais s'il y avait un truc à retenir d'aujourd'hui, c'est vraiment que l'État va être exemplaire, parce qu'on attendait ça de lui, évidemment. Non, mais l'autre test, c'est probablement, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ça a été évidemment repris, la prochaine crise, le prochain virus, il ne sera pas sanitaire, il sera cyber, il sera numérique. Ce jour-là, exactement comme on l'a fait avec la Covid, on mettra des masques, c'est-à-dire qu'on interdira à toute personne utilisant une messagerie de parler à plus de 3, 4 personnes. Ce sera ça, la distanciation sociale numérique. Et puis on fermera les frontières, c'est-à-dire qu'on sera coupé de tous les serveurs qui pourraient être à l'extérieur. Si ce jour-là, on ne peut plus se parler, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus avoir accès à nos bases de données, là aussi, ce sera la preuve qu'on est vraiment devenu un tout petit pays, ou alors qu'on n'a pas été fichu, dans les 2 ans qui sont devant nous, de rattraper un retard dont on me dit, chez certains, mais je ne suis pas un ingénieur de ces domaines, que nous pourrions avoir 2 ans de retard technologique, ce qui expliquerait les raisons pour lesquelles nous sommes contraints d'avoir recours à des briques de GAFA pour essayer de faire fonctionner nos propres systèmes. Moi, je vis avec le rêve qu'en 2 ans, on peut rattraper 2 ans de retard. Sinon, on aura foutu 1 milliard d'argent en l'air, d'argent public en plus. On aura perdu un objectif de souveraineté, ce qui pour une puissance comme la nôtre n'est quand même pas rien. Et puis on aura perdu beaucoup de temps entre gens passionnés par ces sujets et convaincus qu'ensemble, on peut enfin y arriver. Donc j'ai été peut-être un peu aigre-doux, mais le message que je passe en dernier, c'est vraiment un message d'espoir. Ne nous donnons pas rendez-vous dans 2 ans pour, dans la même configuration, reparler de ce même sujet, sauf si effectivement les 15% d'acheteurs de solutions numériques souveraines ont décollé et contingentent les 50, les 60, les 80, parce que effectivement, c'est pas beaucoup plus cher, c'est aussi performant et c'est aussi ergonomique. J'y crois en tout cas. Merci. Jean-Noël de Galzin, un petit mot en rapport avec l'actualité. Aux États-Unis, le président Joe Biden a réuni les grands patrons des GAFAM. Oui. Non. Je faisais simplement remarquer qu'il faut regarder ce que font nos alliés et amis américains, parce qu'ils sont leaders mondiaux dans ce domaine-là. Donc, bon, dans tous les domaines du numérique, de la cyber, à peu près tous, ils sont leaders mondiaux. Donc, il faut forcément regarder ce que font les leaders quand on veut s'inspirer et réussir dans ces domaines. Alors, on voit bien que dans le numérique actuel, c'est compliqué. Je voyais l'amende de 220 millions d'euros contre WhatsApp parce que des données on contourne, on va dire, le RGPD on contournerait le RGPD pour donner des données soi-disant confidentielles à la maison mère pour des raisons économiques. Bon, visiblement, nos réglementations, elles peuvent marcher parce qu'elles mettent en évidence des pratiques d'avant-garde d'hier. Maintenant, il va falloir inventer autre chose. La réglementation, les procès, moi je connais ça depuis des années que je travaille dans l'IT, on parle toujours de procès à milliards ou des centaines de millions d'amendes, et au final, il n'y a rien qui est payé et ça finit par être oublié. Donc, ce qui est important, ça va être de créer un numérique nouveau, on en est bien conscient. Moi ce que j'appelle un numérique, un Internet industriel, fiable, d'abord, pour faire tourner tous les systèmes industriels. On parle beaucoup de cybersécurité des systèmes industriels aujourd'hui. On voit bien que c'est un défi pour l'Europe, leader de l'industrie, de transformer son industrie pour être plus compétitive et pour générer des données qui vont lui permettre de créer des innovations, etc. Donc dans tout ça, la cybersécurité, c'est sans doute le passage dans lequel on a le plus d'opportunités de reprendre le contrôle sur les données, de reprendre les contrôles sur les infrastructures et de reprendre des points d'innovation, si je puis dire, de compétitivité, d'innovation et de différenciation. Ensuite, oui, Joe Biden, il a réuni les grands acteurs de l'IT
les GAFAM, hein, et d'autres entreprises pour leur dire, bah voilà, si on veut réussir le défi de la cyber, bah ça se fait avec l'État et ça se fait avec l'industrie. On a besoin de l'industrie. Voilà, donc je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre, c'est-à-dire que l'État ne doit pas utiliser ce milliard pour réinventer ce que fait l'industrie et pour le faire à côté de l'industrie. Au contraire, l'État doit encourager l'industrie partout où elle peut être utile pour tous et pour tout le monde. Et nous, l'industrie, on aura d'autant plus envie de s'impliquer aux côtés de l'État pour réussir le défi. Voilà. Ensuite, juste pour terminer, on organise, comme l'a dit Thomas Courbe, une journée autonomie. Une journée autonomie, c'est important parce que ce n'est pas une journée pour promouvoir l'industrie française, mais pour faire en sorte que nos acheteurs puissent avoir accès à des solutions dans lesquelles ils sont certains d'avoir accès aux producteurs, à celui qui crée les produits et qui crée l'innovation, et il va y avoir accès en direct. Il n'a pas seulement accès à des équipes commerciales qui viennent lui revendre des produits qui sont fabriqués au bout du monde, dans des conditions fiscales ou sociales ou je ne sais quoi qu'on ne maîtrise pas, mais des solutions qui sont fabriquées selon nos règles et qui sont aussi performantes que les solutions du bout du monde. Donc moi, je pense que cette journée autonomie, pour des raisons sanitaires, on n'aura que 120 personnes. Il y aura 35 offreurs, dans lesquels il y aura énormément d'offreurs d'Exatrust, parce que notre ambition dans Exatrust, c'est d'être une vitrine du meilleur des savoir-faire français dans tous les domaines de la cyber. Mais il y aura aussi 85 acheteurs, triés sur le volet malheureusement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir à tous les acheteurs, mais qui auront accès à cette offre. Et je pense que cette offre, elle envoie un signal, et ce signal, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous une responsabilité pour réussir un numérique de confiance, d'être responsables dans la façon dont nous achetons du numérique et nous achetons nos produits cyber et nous mettons nos données ou nos applications dans le cloud. Donc moi, ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui de tout ce qu'on a dit, c'est soyez responsables dans tout ce que vous faites et pensez, lorsque vous achetez aujourd'hui, à votre bénéfice immédiat et aux bénéfices que vous pouvez créer pour un avenir avec un numérique industriel qui nous ressemble, qui soit plus éthique et qui soit plus performant pour nous tous. Comme ça, il n'y aura pas besoin d'aller chercher 220 millions d'euros chez je ne sais qui parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ça sera nous qui proposerons au monde entier des systèmes numériques qui nous ressemblent en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça ce en quoi on va essayer de contribuer dans cette filière et l'avenir qu'on va essayer de contribuer à bâtir. Merci beaucoup pour ce message très clair. Lancy, un dernier mot ? Quel serait le monde idéal que vous voudriez voir émerger ? Vaste question. Dans un monde idéal, alors on va essayer de rester réaliste quand même. Dans un monde idéal, eh bien, les utilisateurs finaux ont compris qu'il y a un problème, ont mis des moyens. C'est-à-dire que tout ça passe par des moyens, on n'y coupera pas. Il faut investir dans la cybersécurité pour sécuriser ces systèmes, c'est la base. Donc dans un monde idéal, eh bien, tous les utilisateurs ont compris ça, les petits comme les gros, et trouvent sur le marché les réponses à leurs besoins, avec, dans un monde idéal, eh bien, évidemment, des solutions nationales et européennes, aussi bien au niveau des prestataires qu'au niveau des produits de sécurité. Pour ça, ça veut dire qu'on a à côté une industrie aussi idéale qui fournit tout ça, c'est-à-dire qui absorbe l'innovation, qui s'est mis en ordre de bataille avec l'innovation pour l'intégrer, pour réussir à produire, pour réussir à en faire des produits ergonomiques, fonctionnels, au bon prix, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, et qu'ils ont les compétences. Ça veut dire que ça, c'est le troisième point. Et ben, on forme tous ceux dont on a besoin, parce que si on veut sécuriser tous les utilisateurs finaux, quels qu'ils soient, du plus petit au plus gros, eh ben, il nous faut des bras et des cerveaux, et ça arrive pas tout seul. Et donc cet enjeu de formation, je pense que c'est un des plus importants, parce qu'aujourd'hui, on va tous se battre entre nous pour récupérer les talents, et on a besoin tout simplement d'en créer des nouveaux. Et donc il y a un enjeu fondamental à ce niveau-là, pour créer plein de talents nouveaux, différents, parce que les profils attendus sont vraiment très très hétéroclites, et donc il faut s'atteler à cette tâche-là. Donc voilà, je pense que la stratégie nationale, elle se penche sur tous ces points-là, et voilà, mon
mon rêve dans 2 ans, c'est qu'elle y soit arrivée, et puis que voilà, il y aura toujours des cyberattaques, je reste réaliste, mais on sera en mesure peut-être de les voir mieux arriver, de mieux y remédier, de déployer de la sécurité, et puis d'aider tous ceux qui en ont besoin. Voilà un rêve idéal s'il pouvait exister. Merci beaucoup, merci à chacun d'être venu débattre autour de ce sujet. Je ne sais pas, on a dépassé de quelques minutes, mais peut-être avons-nous le temps de prendre 1 ou 2 questions. Je ne sais pas si c'est possible ou s'il y a quelqu'un qui fait passer un micro, à moins qu'il y ait des voix qui portent. Sinon, on va conclure. Donc vous êtes ravis, c'est parfait. Merci beaucoup.